Elie Wiesel, ceux parmi vous qui connaissez son œuvre le savaient déjà, traversera Auschwitz, Buchenwald, plusieurs camps de concentration. Il y perdra notamment son père, sa mère et une de ses sœurs. C'est ce qui le marquera, c'est ce qui le poussera à écrire, c'est ce qui fera le sujet de son livre peut-être le plus célèbre, le bref récit qui a lancé sa carrière, qui s'intitule La Nuit, mais aussi qui nourrira plusieurs autres livres. Et c'est une carrière d'écrivain qu'il commencera seulement après 10 ans de silence lors d'une rencontre dramatique avec François Mauriac. Tout cela, ce soir, il nous le raconte lorsque je me suis entretenu avec lui dans son bureau à New York. Elie Wiesel, le paradoxe peut-être le plus prenant quand on examine votre œuvre, votre vie, tout ce que vous avez dit, c'est que d'une part, il est clair que vous avez une grande force de vie, vous tenez la vie, vous refusez ce que vous appelez l'indifférence, qui est peut-être pour vous le mal absolu. Vous témoignez de vos principes, vous les témoignez de ce que vous avez vécu, mais en même temps, même si vous êtes très vivant, vous êtes un survivant. Et ayant survécu à des choses si terribles, on a l'impression que vous ne pouvez pas non plus beaucoup jouir de la vie, que les choses se font un peu par devoir. Est-ce que j'exagère? Oui, tout petit peu, bien sûr. Parce que d'abord, je cherche la joie et souvent je la trouve. J'aime faire un tas de choses. J'aime jouer aux échecs, la musique, la littérature, l'amitié. Et puis j'ai une famille, j'ai un fils que j'adore, j'ai une femme que j'aime. Donc il y a une joie, en tout cas, il y a une possibilité de joie, il y a même une quête de joie. Il est vrai que cette joie, souvent, est un peu obscurcie, c'est normal. Le bonheur est mutilé, là encore, c'est normal. Mais dire qu'il n'y a pas de joie dans ma vie, pas du tout. Il y a quand même, quand je suis professeur d'université, j'ai des étudiants, et je dois vous dire que lorsque je vois un jeune choisir sa voie, et je vois que cette voie est juste, et elle mène quelque part, pour l'enseignant que je suis, c'est une très grande joie. Mais il a fallu sûrement un temps pour conquérir ça, parce que vous avez voulu en même temps être celui qui n'oublie pas, être celui qui témoigne, qui empêche les autres d'oublier. C'est un paradoxe en effet, mais vous savez, je ne suis pas contre les paradoxes. J'aime les paradoxes. Quand je suis très heureux, je ferme les yeux et tout d'un coup je ne le suis plus. Et quand je suis très malheureux, je ferme les yeux et là encore, tout d'un coup, je ne le suis plus. Mais nous vivons à une époque aujourd'hui où le paradoxe est notre pain quotidien. Les dangers qui menacent ce siècle, les périls qui nous guettent. Et vraiment, si nous sommes conscients de tout ce qui nous menace, on ne pourrait pas vivre. Et il y a d'ailleurs des gens qui vont dire, soyons moins conscients, mais ce n'est pas une avenue que vous pouvez approuver, non. Hein, parce que... Non, jamais. Jamais. Même si ça fait mal, je préfère encore que ce mal soit au niveau de la conscience. Et quand on se penche un peu sur votre enfance, ce qui est intéressant là, et ça revient, je pense, dans Le Crépuscule au loin, dans votre dernier ouvrage, c'est que même s'il n'y avait pas eu les événements terribles, il y avait déjà là une grande obsession chez vous. Vous avez dit que vous auriez pu devenir fou, comme certains de vos jeunes amis. C'était une vie qui était destinée à être vraie, en tout cas, sinon facile, la vôtre. Vous savez, quand moi je réexamine mon passé, il me frappe. Il me frappe parce que finalement je fais ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Quand j'étais enfant, je voulais devenir enseignant, une sorte de président d'université talmudique, et écrivain. J'enseigne et j'écris. Et quand vous étiez, pour les spectateurs qui ne connaissent pas toute l'œuvre, quand vous étiez, donc c'était en Roumanie, à Sighet, dans la petite ville, c'était la culture centre-européenne orthodoxe. Oui, bien sûr, très, très orthodoxe. Moi, je viens d'un milieu très orthodoxe, d'une famille chassidique. Et moi-même, jusqu'à la guerre, donc jusqu'en 1944, jusqu'au camp, moi j'ai vécu une vie religieuse très intense. En arrivant au camp, moi j'avais dans mon sac à dos plus de livres que de nourriture. Il n'y avait que Dieu qui comptait pour moi. Il n'y avait que la Bible qui m'intéressait. Il n'y avait que le texte sacré qui m'enrichissait. Et dans cette petite ville qui sautait d'un empire à l'autre, qui vacillait d'un régime à l'autre, la Roumanie, la Hongrie, c'était surtout l'enfance juive que j'ai subie, mais que j'ai aussi réclamée, que j'ai appelée de toutes mes forces.
Mais je voulais qu'elle soit profondément juive, et elle l'était. Et moi, je pourrais en fait écrire encore 30 livres. J'en ai écrit 30, uniquement sur cette enfance. D'ailleurs, la littérature, c'est cela, hein, une sorte de regard qu'on jette sur l'enfance avec une sorte d'angoisse qu'on éprouve en songeant à la mort. Et quand, justement, il y a eu les camps, il y a eu les nazis, il y a eu l'invasion de l'Europe centrale, est-ce que, justement, puisque cette vie était intense et donc peut-être isolée, protégée, ça a été un énorme choc pour tout le monde, ou est-ce qu'on entendait gronder ça à l'extérieur des petits villages? La guerre, vous voulez dire? La guerre, les nazis, la propagande, ce qu'ils promettaient de faire. On avait l'habitude d'abord, on avait l'habitude de la haine. En Europe de l'Est, d'ailleurs un peu partout dans le monde, le peuple juif subissait une haine ancestrale, millénaire. Donc c'était normal pour moi, enfant juif dans cette petite ville, de savoir qu'on me déteste parce que j'étais juif. Et je n'ai même pas protesté. Mais c'est déjà une leçon cruelle. À quel âge vous avez Terrible. compris ça? Ah oui, 7 ans, 8 ans. Je savais par exemple que le soir de Noël, je n'avais pas le droit de sortir dans la rue parce qu'on allait me battre. Donc c'était normal. Pour les nazis, j'étais trop jeune pour comprendre, mais je pense que même chez nous, on ne savait pas tout. C'était une petite ville, un patelin de 25 000 habitants, disons de 12 à 15 000 juifs. Et on savait bien sûr qu'il y avait Hitler. Mais premièrement, on se disait, oh, c'est un fou. Oui. Donc il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Et puis on se disait, le monde quand même, c'est un monde civilisé. Au XXe siècle, le monde ne le laisserait pas aller si loin. Alors on ne prenait pas tout ça au sérieux, malheureusement. On prenait au sérieux plutôt les démocraties, nos amis libéraux, nos alliés naturels. Et on se disait quand même, au XXe siècle même, on sera protégé par la civilisation, par la culture, par la morale du XXe siècle. Et d'ailleurs, est-ce que les Juifs n'estimaient pas y avoir beaucoup contribué? La floraison dans l'Empire austro-hongrois et après sa chute de la culture en Europe centrale, c'était beaucoup les Juifs. Absolument. On ne peut pas concevoir de la culture européenne de l'Est sans voir sa contribution, c'est plutôt celle, n'est-ce pas, du peuple juif. Il y avait un livre magnifique dans les années 20 d'un certain Hugo Bettauer à Vienne, qui a écrit un livre, une sorte de farce, une science de science, littérature, de fiction. Il a décrit Vienne sans juifs, en disant, mais c'est impossible. En fait, comment peut-on imaginer Vienne sans juifs? Parce que s'il n'y avait pas de juifs, il n'y aurait pas de médecins, pas de marchands, pas de peintres, pas de critiques. Quelle était son intention? Pour montrer que c'est impossible. Pas pour appeler cela. Ah non, pas du tout. Au contraire, pour montrer que c'est impossible. Or, pendant la guerre et après la guerre, Vienne était sans juifs, donc le monde vivait. Moi, je me souviens chez nous, d'ailleurs, quand les Allemands sont entrés chez nous, on était convaincus que rien n'arriverait, parce que si on fermait tous les magasins, il n'y aurait pas eu de vie commerciale. Si on arrêtait tous les juifs, il n'y aurait pas de médecins. On se disait, mais c'est impossible. Et alors, les Allemands sont venus pour nous dire que personne n'est irremplaçable. Et je pense d'ailleurs que cette phrase définit et caractérise une dictature. Dans une dictature, tout le monde est une marchandise. Est remplaçable. Tandis que pour nous, qui croyons malgré tout en l'espèce humaine et en son destin, j'aimerais croire qu'un être humain n'est jamais remplaçable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me posais la question en me disant, le yiddish que vous parliez, que vous parlez toujours, je parle encore. Qui est voisin de l'allemand, est-ce qu'il n'y avait pas une telle proximité culturelle au-delà de la religion que les Juifs se disaient, c'est presque nous? On a dit par exemple que les plus confus quand tout ça est arrivé, c'était les Juifs germanophones de New York qui n'arrivaient pas à comprendre en se disant, mais c'est nous l'Allemagne et les Allemands, c'est nos cousins bien plus que les Français ou les Italiens. Pas pour nous. Finalement, moi j'étais pas en Allemagne, mais dans une petite ville. Nous parlions le yiddish, et le hongrois, et le roumain, et le russe, et le tchèque. La présence autrichienne n'était pas... Non, n'était pas si forte, en tout cas pas si appuyée. Mais ce que vous dites est vrai d'ailleurs. Pour les Juifs assimilés, intégrés, la catastrophe était
2 fois plus grande, plus terrible. Il se disait, mais je suis allemand. Je parle allemand, j'écris l'allemand, j'ai vécu en Allemagne, je me suis battu pour l'Allemagne. Il y avait des Juifs qui accueillaient la Gestapo avec des décorations militaires, en disant, voilà, j'ai donné mon sang, j'ai versé mon sang pour l'Allemagne. En n'y croyant pas d'ailleurs que ça leur... Et pourtant, c'est arrivé. Et dans les camps, au début, est-ce qu'il y en avait qui n'y croyaient pas et qui disaient, parce qu'on chantait toutes sortes de chansons au départ, on disait on va vous resettle, on va vous replacer ailleurs en Europe et tout, pour que les gens montent dans les trains, mais ensuite dans les camps, à quel moment les gens se mettaient à comprendre que c'était... On le savait presque tout de suite. À la première séparation, on le voyait en voyant les flammes qui dévoraient un ciel proche et lointain. On croyait. Mais on ne voulait pas vraiment croire. Alors on ne parlait pas de cela. Même dans le camp, c'était à Même quelques dans les mètres. camps, quelques mètres, on ne parlait pas de cela. Ça veut dire on ne parlait pas des disparus. On parlait de nous-mêmes. On parlait souvent, mon père et moi, qu'est-ce qui arriverait, n'est-ce pas, s'il y aurait une sélection et on se quitterait. Bon. Mais jamais on a mentionné le sort des disparus. Ceux qui étaient absents étaient tellement présents, et pourtant ils étaient morts. Mais leur mort même était une présence qu'on sentait qu'il ne fallait pas y toucher. Est-ce que ça engendrait une culpabilité ou est-ce que l'urgence de survivre était trop grande? Mais non, il n'y avait pas d'urgence de survivre du tout. On voulait même pas. Moi, je sais moi-même. Moi, je n'ai rien fait pour survivre. J'étais trop timide, trop faible, trop lâche peut-être. Je n'ai jamais rien fait pour m'exposer à une punition, à un châtiment possible, probable. Donc j'étais là, comme un instrument du destin. J'attendais, je laissais faire. Je voyais Vous étiez venir. vaincu. J'étais vaincu, absolument vaincu. Bon, je continuais à prier parce que j'étais comme ça. Je continuais à étudier par cœur, parce que... Pas de livre devant vous, mais... Par cœur, j'avais un compagnon au camp qui autrefois était un Rosh Yeshiva, un président justement de l'université talmudique, comme on dit. Je ne savais pas qui c'était, mais lui connaissait par cœur un tas de pages talmudiques et moi quelques-unes. Et tout en travaillant, en portant des pierres, on étudiait. Mais on ne parlait jamais des autres. Culpabilité, non, parce qu'on n'a rien fait pour... Mais le compagnon d'hier était le cadavre d'aujourd'hui. Et on le savait. On le savait, en effet. D'ailleurs, en y pensant, après la guerre, la difficulté pour le survivant n'était pas de s'ajuster, de s'adapter à la vie, mais à la mort. Parce que pendant la guerre, on vivait avec la mort. On vivait à l'intérieur de la mort. On vivait avec les cadavres, sans en retirer aucun sentiment de dégoût. Et on s'en allait là. On continuait. On dormait côte à côte, on se levait, on voyait que le voisin, votre compagnon d'hier, n'était plus vivant. Et ça ne nous a rien fait. Mais un jour... Mais après la guerre, oui. Justement, ça nous a pris du temps de nous réhabituer à la pensée que la mort est un scandale, que toute mort est un blasphème, et qu'il y avait quelque chose de sacré dans la vie seule. Et faire donc, n'est-ce pas, ce changement psychologique, métaphysique presque, était une grande difficulté. Mais un jour, dans la nuit, le jeune narrateur, et c'est beaucoup vous, c'est vous... C'est le seul livre autobiographique que j'ai écrit. Alors, il se rend compte que celui qu'on a remplacé, parce qu'il est sans doute décédé, c'est son propre père. Et ça, il a passionnément voulu que son père vive. Il en a tiré des mouvements d'yeux à un moment donné pour prouver au SS qu'il vivait. Donc, la solidarité n'était pas éteinte quand même. Non, bien sûr que non. Parce que malgré le désir et malgré l'effort du tueur de déshumaniser la victime, je pense qu'il n'a réussi qu'à se déshumaniser lui-même. Moi, je pense que la victime ne s'est pas humiliée. La victime, en souffrant et en mourant, ou en survivant, ne s'est pas déshumanisée. Il y avait quand même une grande tendresse chez les victimes. Il y a des gens qui donnaient leur pain, leur soupe,
ou leur travail. Il y avait des gens qui souriaient simplement pour encourager un compagnon. Et c'est cette tendresse-là d'ailleurs qui fait défaut dans la littérature de cette période. On ne raconte que la cruauté, qui est justifiée bien sûr. On raconte la douleur, c'est normal. On ne raconte pas la tendresse. Il y avait beaucoup de tendresse chez des gens que moi j'ai connus. Moi je sais que si je n'avais pas eu mon père près de moi, je n'aurais pas survécu. Simplement parce que je sentais que j'étais responsable de lui. Et le jour de sa mort, moi aussi je suis mort. Et heureusement pour vous, c'était peu avant la libération. C'était avant, mais entre la mort de mon père et la libération, parfois j'essaie de replonger dans mes souvenirs. Et c'était une mort. J'étais mort sans le savoir. Parce que mon père n'était plus près de moi. Donc je ne pouvais plus aimer mon père comme je l'aimais avant. Lui aussi est devenu un absent, un disparu. Mais ce besoin de tendresse, donc, dominait pas mal de sentiments. Et justement, quand je vous disais au début de l'entretien, je me suis trompé, la joie est peut-être absente quand on porte des souvenirs comme ça, et vous n'étiez pas tout à fait d'accord, et vous n'êtes peut-être pas d'accord non plus avec la solennisation de l'Holocauste, comme on le voit dans les films, avec des clichés d'horreur. Oui. C'est pas vous, ça? Non, pas moi, pas du tout. Moi, je pense que c'est un sujet, c'est un thème sacré qui demande une attitude autre, sobriété, simplicité. C'est un sujet dont on parle en murmurant et non pas en hurlant et sûrement pas, sûrement pas en riant ou en faisant l'amour. Enfin, on a introduit maintenant, n'est-ce pas, dans les films, dans les romans, une sorte de sujet érotique qui détonne. Noir. Ça ne cadre pas. Mais un jour, quand on opte pour la discrétion et la dignité, on est quand même à la frontière. Il y a la question de l'oubli aussi, qui est un sacrilège pour ceux qui ont vécu ça. Et un jour, j'ai reçu Simon Wiesenthal qui me parlait de son travail, qui est un travail d'historien en un sens. Oui, c'est un grand chasseur de nazis, en fait. Aussi, mais surtout je pense que c'est aussi le travail de mémoire à sa façon qu'il veut faire. Et des spectateurs m'avaient dit... et ça m'avait fait mal, même si je ne suis pas juif, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de parler de ça? Et je me disais, on n'arrêtera jamais de parler de ça, mais si on est trop discret, l'oubli, c'est comme une vague, ça va effacer, non? Non. Je ne le pense pas. Je pense que nous avons quand même fait un travail en profondeur, et ce travail restera. Parfois, il faut attendre un siècle pour que le travail investi sorte à nouveau. C'est une sorte de tremblement de temps. Il y a déjà en ce moment des millions de documents, des photos, de testaments, des poèmes, d'enfants. Donc, même plus tard, on saura. Quant au dilemme, bien sûr, entre la sobriété, une sobriété qui, bien sûr, ne s'adresse qu'à une minorité, à une élite, et le spectacle qui s'adresse à la foule, moi je choisis la sobriété parce que je n'aime pas l'autre méthode qui demande à embellir la vérité. Il ne faut pas embellir. En embellissant cette vérité, on la mutile. Il ne faut pas. Donc je n'ai pas peur de cela. Moi j'ai peur plutôt d'une défiguration de l'histoire. Il n'y aura plus d'émotion, ça ne nous émeuvra plus parce qu'on croira tout savoir. Aussi, en se disant, ce n'est que cela. Ce n'est que des acteurs, n'est-ce pas, qui tombent à Babi Yar et qui se lèvent après avec $2000 dans la poche.